Bonjour Magali. Aujourd'hui, je te remercie de pouvoir faire ce témoignage sur ce que tu es en train de vivre depuis déjà quelques années sur l'anorexie. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser différentes petites questions pour essayer de pouvoir éclaircir certains sujets qui peuvent paraître un petit peu obscurs pour certains d'entre nous, certaines personnes. Donc la première question, c'est pour voir qu'est-ce que tu puisses nous dire est-ce que tu sais à partir de quand a commencé l'anorexie mentale? Est-ce que tu as une idée un petit peu des circonstances qui a pu aussi t'amener à ce que tu vis actuellement aujourd'hui? Quand et comment? Euh, les raisons, on va dire, ou circonstances, je pense qu'elles sont multiples et que je n'en ai pas encore fait le tour. Et peut-être certaines, je ne les, je ne les connaîtrai jamais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, je ne pourrais pas expliquer comment a débuté l'anorexie parce qu'elle est venue de façon très insidieuse. Euh, il n'y a pas un élément bien précis, un événement, quelque chose qui soit passé à un moment précis qui m'a fait basculer dans l'anorexie. Alors, j'étais une personne avant d'être malade qui faisait déjà attention à ce qu'elle mangeait. Donc, c'est-à-dire que j'avais l'impression de ne jamais avoir le sentiment de satiété. Toujours l'impression d'avoir encore envie de manger, même après un repas. Mais voilà, à côté de ça, bon, j'avais un poids tout à fait correct. Voilà. Alors, j'avais toujours peur de grossir si je mangeais à ma faim, puisque j'avais l'impression de jamais être rassasiée. Donc ça a toujours, à l'âge adulte, ça a toujours un peu existé, donc j'ai toujours fait attention. Même plus jeune, Magali, même dans Alors, ta jeunesse, hein? moins, dans ma jeunesse, moins. Moi, c'est quelque chose qui a commencé plus à l'âge euh, de peut-être une vingtaine d'années où j'ai commencé à penser à ce que je mangeais, mais sans me limiter. C'est-à-dire que je mangeais, mais je me disais toujours, euh, ah, j'ai l'impression encore d'avoir faim, et alors que je faisais le même repas que tout le monde. Bon, ne m'empêchait pas de sortir, d'aller manger au restaurant, de vivre une vie comme tout un chacun. Et puis, je pense que plus le temps a passé, plus euh, c'est venu, d'autant plus qu'à l'âge adulte, j'étais malade également, j'ai eu un TOC sur le ménage. C'est-à-dire qu'il fallait que la maison soit toujours impeccable, propre, mais au-delà de la maniaquerie, c'était vraiment devenu une obsession. J'ai été traitée à ce sujet et le traitement plus l'accompagnement ont été très bénéfiques, mais cela a fait basculer l'obsession sur autre chose qui est venue de troubles alimentaires. Donc, je pense qu'à la base, s'il y a vraiment une base que je peux donner, c'est que il y a quelque chose d'obsessionnel dans la maladie. Alors, l'obsession du ménage, c'est basculé sur l'obsession de l'anorexie, comme si finalement c'était qu'une partie émergée d'un iceberg, que le socle, c'est plus le fait d'être perfectionniste, de vouloir que toutes les choses soient bien faites, de vouloir tout faire, qui à un moment donné euh, a, a été de trop et on fait vraiment basculer dans l'obsession. Ce que tu veux Euh, dire par là aussi, cette notion de la perfection, c'est que tu ne t'autorises pas à l'erreur. Est-ce que la notion de faire des erreurs, d'être tolérante avec toi, c'est quelque chose qui est facile ou que c'est quelque chose qui n'existe pas? alors, je pense que ça existait, c'était difficile, mais je pense que au-delà de parler d'erreur, c'était plus sur euh, que que les choses soient parfaitement faites et faire avant d'être. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ce qu'il y a à faire, entre guillemets les contraintes, pour m'autoriser ensuite à prendre du plaisir. Et parfois, le plaisir n'a jamais sa place, puisqu'il faut toujours faire les choses de façon... euh, Anticiper. voilà, exactement.
Donc, finalement, au bout d'un moment, j'ai commencé à enlever certains aliments de de mes repas comme, les féculents, le sucre, le gras. Au fur et à mesure, j'en mettais de moins en moins et puis je me suis mise à courir. Alors, c'était tout nouveau, je faisais jamais de sport. Un peu plus et un peu plus et plus je faisais de sport et en contrepartie, moins je mangeais, plus ça devenait obsessionnel. Je courais pour perdre des calories, puis après je me disais à table: «Bah, je vais pas remanger parce que ça serait dommage avec l'effort que je viens de faire de reprendre ces calories» et c'est venu tout doucement. Donc ma famille a commencé à vraiment s'en rendre compte parce que je maigrissais rapidement. Mais moi, j'étais en pleine forme, à la limite de l'euphorie. C'est-à-dire que, il fallait bien tenir la maison, il fallait faire les devoirs des enfants, il fallait, faire le sport, il fallait, s'occuper pour mon travail parce que j'étais professeure des écoles, donc je travaillais énormément et tout ça, j'arrivais à le faire rentrer. Alors dans une très grande journée, puisque je ne dormais presque plus, mais tout rentrait et j'étais complètement dans le déni d'être malade parce que je disais aux gens: «Mais occupez-vous de vos affaires, moi je vais très bien, j'arrive à tout mener de front, regardez, tout va bien, il y a pas de problème». Jusqu'au jour où, dans un premier lieu, ma tête a lâché, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à l'école, hem sans savoir où j'en étais. Le trou noir, le vrai burn-out, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais plus dans quel état j'étais. J'ai complètement perdu. Donc on m'a raccompagnée et j'ai pris en urgence un rendez-vous avec un psychiatre qui, a mis le mot sur, sur la maladie, qui m'a dit: «Ben voilà madame, vous êtes anorexique». D'autant plus que, 2-3 jours avant, j'avais eu le corps qui avait aussi lâché, puisque j'étais partie courir avec des amis, comme tout le temps et là, impossible d'avancer, impossible de courir, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que même marcher était presque très difficile. Donc l'esprit a lâché, le corps a lâché, tout ça d'un coup d'une semaine à l'autre, je me retrouvais, complètement, au ras des pâquerettes, c'est ce qu'on peut dire. Et donc quand le médecin, le psychiatre a posé le diagnostic, dans ma tête, je me suis dit: «Oh écoute, moi j'ai plein de volonté, je je vais mettre tout en place, sereinement, je vais m'en sortir facilement, maintenant je sais ce que j'ai, ça va aller vite» et lui a conclu, en me tenant la porte au moment où je sortais: «Madame Bourda, vous vous engagez, heu, dans un combat, dans un vrai combat. Hem, il va être long et bien compliqué» et je suis repartie, sur ces paroles en me faisant confiance, en me disant: «Bon, je pense que, j'aurai la volonté» et j'en viens à dire que ça fait environ 3 ans et que si, j'avais su ce qui m'attendait à la suite, je pense que ce jour-là, j'aurais mis fin à mes jours. Je pense que vu ce que j'ai traversé pendant ces 3 ans, je n'aurais pas, voilà, heureusement que je ne l'ai pas envisagé, on va dire. Voilà. Donc on a la chance de t'avoir en tout cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais. Pour que tu puisses C'est démarrer sur quelque chose de positif. peut-être un peu difficile pour les personnes qui l'entendent et qui sont malades parce que, heu, elles se disent: «Oh bah, dis donc, si c'est encore comme ça au bout de 3 ans», mais il faut savoir que chaque cas aussi est différent. Tout le monde ne le vit peut-être pas de la même façon, mais que malgré tout, je pense que pour tout le monde, hem, c'est un parcours du combattant. Mmh. Merci Magali. Hem, la deuxième partie, c'est voilà, est-ce que tu as mis du temps, Magali, à accepter, ta maladie? Ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette notion d'acceptation? Est-ce que tu as été dans le déni Alors, ou pas véritablement? je ne sais pas si je peux parler de déni, mais du moins une chose est sûre, c'est que tant que j'ai été pleine d'énergie, tant que tout allait bien au niveau, physiologique, enfin, j'avais l'impression que tout allait bien physiologiquement, que je courais, même sans manger, peu importe, que j'arrivais à faire tout ce que j'avais à faire avec une énergie incroyable,
les gens me prévenaient, les gens me disaient: «Magali, on dirait que tu sors d'un camp de concentration». Je l'ai entendu, hein, pour, dire que j'avais vraiment maigri, énormément, mais moi je le voyais pas. Non, j'étais bien, au contraire, jamais j'avais été aussi bien de ma vie finalement, j'arrivais à mener tout de front, de façon perfectionniste, donc tout allait bien. C'est vraiment ce jour où, je n'ai plus pu courir du jour au lendemain, où j'ai fait ce 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 blackout dans ma tête et à la suite de quoi j'ai quand même voulu continuer à travailler parce qu'il était hors de question que j'abandonne ma classe et pendant un mois, j'ai continué à professer sauf que, j'étais complètement, fatiguée, j'avais beaucoup de mal et à la fin, il a fallu que j'accepte d'être arrêtée et donc d'un seul coup, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus, heu, exercer mon travail, j'étais extrêmement fatiguée, je ne savais plus où j'en étais et là, quand j'ai vu le psychiatre et qu'il m'a dit: «Donnez le mot», là, j'ai accepté. Là, je n'étais plus dans le déni. J'ai dit: «Oui». Lui me décrivait des choses que je ne lui avais pas encore dites qui correspondaient exactement aux symptômes que j'avais. C'était, voilà, c'était indéniable, j'étais anorexique et je l'ai accepté. Je l'ai vraiment bien accepté au moment où j'ai vu que mon corps avait lâché et que le psychiatre en plus, Mmh. heu, Avait avait un validé. avait un nom à donner à tous ces symptômes. OK. Si tu avais à décrire la maladie par trois mots, Magali, que- quels seraient ces mots? Je crois que le 1er qui me vient comme ça à la tête, c'est l'isolement. Parce que j'étais quelqu'un de très jovial qui aimait le monde, qui aimait faire la fête, qui aimait participer à diverses activités. J'ai jamais été une passionnée, mais j'ai toujours aimé tout toucher de tout et du coup d'être, avec plein de monde. Et au fur et à mesure, eh bien, cette maladie m'a empêchée d'inviter du monde à manger parce que pour moi, c'était beaucoup trop anxiogène. M'a empêchée d'aller manger chez les autres parce que de toute façon, même un apéritif, il y avait déjà, tous ces petits moments conviviaux, qu'on vit souvent en plus à la française, ça tourne beaucoup autour de la nourriture et bien moi, je ne pouvais plus me le permettre donc je me suis coupée de toutes ces invitations et puis, au fur et à mesure, je me suis aussi coupée de mon environnement social, du travail, de mon environnement, de mon groupe avec lequel je courais parce que je ne pouvais plus. Donc, au fur et à mesure, beh, je me suis rendue compte que j'étais toute seule. Toute seule, non pas parce que les autres m'avaient abandonnée, mais parce que moi, je m'étais renfermée sur moi-même parce que, j'étais trop mal d'accepter de voir les gens. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la douleur parce que j'ai eu des douleurs physiques, par exemple comme des maux d'estomac, heu, des maux divers et variés, mais surtout mentales parce que, très angoissée, donc j'ai l'impression de vivre, dans une angoisse permanente, heu, toujours très, très mal dans ma peau, très, très mal dans ma peau, à me culpabiliser, heu, d'énormes douleurs mentales. Je ne savais pas ce que c'était, qu'une crise d'angoisse. J'étais angoissée comme tout le monde, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une crise d'angoisse. Maintenant, je dirais qu'une crise d'angoisse, c'est le plus douloureux la plus douloureuse des choses que je n'ai jamais vécues. C'est vraiment une douleur qui est indescriptible et pire, qui n'est pas comprise par l'extérieur parce que tant qu'on l'a pas vécu une fois, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et enfin, le troisième mot, je vais dire le traumatisme, parce que tout au long de ces 3 ans, j'ai vécu, plein de choses, des rendez-vous médicaux à ne plus en finir, 2 hospitalisations qui se sont, heu, pas forcément bien passées, qui ont été traumatisantes, heu et puis, chaque objet, chaque rue que je traverse me refait penser à des moments où j'étais encore plus faible, tout me rappelle cette maladie finalement. Je pense que c'est un réel traumatisme et je me demande à quel point, même guéri, il ne nous reste pas quand même des traces de tout ce qu'on a vécu. Voilà. Les 3 mots, ça serait bien isolement, douleur et traumatisme. Hmm.
Donc les traumatismes tant liés aux douleurs finalement, hein, particulièrement aux douleurs, étant au parcours de la prise en charge. Mhm. Hein. Exactement. Ouais, ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton quotidien quelque part? Alors, tu me poses une colle, j'aurais tendance à dire tout. Tout est difficile. Tout. En fait, comme je vis dans l'angoisse en permanence, que je suis isolée parce que, comme je disais tout à l'heure, trop angoissée à inviter, trop angoissée à recevoir, d'aller manger au restaurant, ça m'est impossible, participer à une soirée avec des amis, c'est très difficile, amener mes enfants manger quelque part, ça m'est impossible. Donc, c'est douloureux à tous les instants. C'est-à-dire que, mon quotidien, ça veut dire que tout ce que je viens de dire là, je ne peux pas le mettre en place et ça, c'est difficile. Tout comme de ne pas pouvoir, faire, tout ce que j'aimerais faire, de l'activité physique, mon métier, je n'ai plus le goût à rien, je n'ai plus de plaisir, je n'arrive plus à profiter de la vie et donc j'ai envie de dire que dans mon quotidien, le plus difficile, c'est tout. À Mm. la fois, ce côté, de l'isolement, comme je disais tout à l'heure, mais également, de ne plus pouvoir, heu, vivre, normalement. Mm. Euh, et quelle est la chose la plus difficile que tu as pu vivre dans ton accompagnement? Alors là, pour le coup, là, je te réponds sans hésiter, ce sont les 2 hospitalisations. Alors, qui a été horrible pour moi, donc après chacun vit les choses il les comme il les vit, hein, tout le monde ne les vit peut-être pas vécu comme moi, mais l'isolement, sans pouvoir communiquer avec mes proches, ne pas voir mes enfants, ne pas avoir le droit au téléphone, ne pas avoir le droit à l'ordinateur, ne pas avoir le droit de sortir, d'avoir la fenêtre fermée à clé, les sanitaires également, Oui, des propos de personnes qui n'ont pas idée de ce que c'est que la maladie parce qu'on tombe aussi avec des professionnels très impliqués et qui connaissent bien la maladie, mais pas que. On peut trouver des personnes bienveillantes, mais qui n'ont pas l'attitude adaptée à cette maladie. On peut tomber également sur des personnes qui sont bien moins bienveillantes et qui peuvent avoir des propos très, très déstabilisants, très décourageants. Donc, vraiment le plus traumatisant de mon accompagnement, ce sont les hospitalisations. tu décris Heu, un petit peu ça comme une punition, en fait, finalement, quelque part. Hein, il semblera, en tout cas, quand tu décris les choses, on aurait tendance à croire que dans l'anorexie, dans une hospitalisation, on vient prendre soin de la personne. Et là, quand tu en parles, on a le sentiment, en tout cas, que c'est une grande punition dans l'hospitalisation, en fait. Hein. En fait, c'est comme ça que je le vécu, donc eux disent que c'est le processus, normal, pour, ce type de trouble, qu'ils l'appliquent pour tout le monde et moi, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas un peu plus, de cas par cas. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes symptômes, mais on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même caractère et on manque dans la prise en charge de cette maladie, d'une, peut-être de remettre un individu et non pas une maladie. C'est-à-dire, Mm. on traite une maladie, mais pas l'individu. Et donc, à part te faire manger pour que tu reprennes un poids qui te permette de survivre, l'accompagnement, pour moi, n'a pas été, n'est pas, adapté, n'est pas adapté. Voilà, alors du moins pour moi. Heu, Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que l'aspect positif des choses t'a permis, entre guillemets, d'être dans la survie, hein, de par le fait qu'on t'a obligé à manger, voilà, laissant derrière toi un processus de traumatisme de par ces punitions. C'est ça ce que tu veux mettre en évidence? c'est ça. Je trouve regrettable de ne pas pouvoir avoir plus de contact avec sa famille, même si eux l'expliquent, hein, ils disent: «Voilà, c'est normal, c'est le processus, c'est comme ça».
beaucoup d'hôpitaux marchent à la récompense. Tu as mangé tant de ton plateau, tu auras le droit à 10 minutes de ton téléphone. Voilà, c'est action, récompense. Alors, peut-être qu'avec des adolescents, c'est peut-être plus Plus à adapté. même, plus adapté, je ne sais pas, hein, je ne me rends pas compte. Je n'ai jamais eu à discuter avec quelqu'un de l'adolescence qui aurait vécu une hospitalisation. Mais je pense qu'à mon âge, quand on tombe malade vers 40 ans, on n'a pas le même état d'esprit et peut-être qu'on devrait être pris en charge différemment. Donc un manque d'adaptabilité finalement des soins hospitaliers. Complètement, complètement. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide à aller mieux, Magali? Qu'est-ce qui t'aide à pouvoir lever un petit peu la tête de l'eau? Qu'est-ce qui t'amène un petit peu de réconfort, même si on le sent très bien que ce que tu vis est difficile. Mais qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui te fait du bien? Alors, incontestablement, c'est mon entourage. J'ai une chance folle par rapport à bien d'autres, c'est que tant ma famille que mes amis personnels, que le médical qui m'entoure, le paramédical, alors en particulier ma psychologue et ma sophrologue qui est toi, avec qui je communique beaucoup. Voilà, ce sont deux personnes avec qui je communique énormément. C'est-à-dire qu'au-delà de la sophrologie, il y a toujours une partie avec toi de discussion où je peux me confier. Et ma psychologue également, c'est-à-dire que c'est tout en discussion, c'est pas forcément de l'analyse pure et dure. Et cela m'aide énormément parce qu'en fait, vous êtes deux personnes qui me comprenez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je parle, je n'aurais même pas besoin de finir ma phrase, que vous seriez capable de la finir. On peut échanger dans la compréhension, ce qui est beaucoup plus difficile dans le cadre familial, par exemple, parce que le lien n'est pas le même, les personnes souffrent d'autant plus, et puis ne sont pas spécialisées, donc n'ont pas forcément les propos adaptés, et puis autant être honnête, quand on est malade, parfois, quelle que soit la chose qu'on fait pour nous, on ne va pas mieux. Parfois, il me décrocherait la lune que je n'irai pas mieux pour autant. Mais voilà, ce qui m'aide vraiment, c'est ce soutien de toutes parts, de tous les jours, de tout le monde. Et c'est sûr que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Mm. Merci. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux aidants, aux soignants et aux familles? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour les aider à accompagner des personnes? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, leur communiquer? C'est difficile de donner des conseils parce que en fait, je sens les gens, et je le comprends, vite impuissants face à ce trouble. C'est-à-dire qu'il est pas facile à comprendre et nous, en tant que malades, en tant qu'anorexiques, on a conscience de ce qu'il faudrait faire pour guérir. On sait qu'il faudrait manger, on sait qu'il faudrait de la régularité dans les repas, on sait on sait. Et les gens finalement les aidants, ils ont tendance à nous dire des choses. On sait, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est débloquer. Voilà, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais qu'est-ce qui bloque Ce que qu'est-ce tu, qui fait que je ce n'arrive pas que à tu le mettre peux en dire place? par là, si je me trompe pas, c'est que en fait, finalement, tout l'entourage, les soignants et les paramédicaux vont te dire, entre guillemets, ils vont te dire des choses qu'il faudrait faire, que tu sais. Mais l'idée, c'est toi, c'est la réponse que tu voudrais avoir, c'est comment il faut faire. Comment il faut Comment faire faire? maintenant Exactement. pour pouvoir à ce que les choses changent et évoluent, hein. Exactement. J'ai toujours l'impression d'avoir un petit démon dans la tête qui me souffle les mauvaises choses et que c'est lui que j'écoute. Et en fait, je voudrais qu'on m'enlève ce petit démon pour que mon cerveau fonctionne correctement. Donc, euh, ce petit démon, il a une voix plus forte que tous ceux qui m'entourent et que j'aime. C'est-à-dire que quels que soient les gens qui m'entourent, ma conscience, eh bien, ce petit démon qui doit être placé dans mon inconscience a plus de force que tous les aidants réunis finalement.
Mmh. Par contre, si j'avais un conseil à donner, c'est, malgré tout de ne pas couper, les ponts et même si on a l'impression d'être impuissant, se dire que de toute façon, rien que par votre présence, heu, il y a ça apporte quelque chose, même si les mots ne sont pas toujours les bons, peu importe, la présence est vraiment importante, donc heu À l'entourage. je Mmh. con voilà, je conseille aux gens de ne pas laisser tomber, même s'ils ne voient pas de progrès, ne serait-ce que leur présence aide le malade et une chose que je dirais peut-être attention à quelques propos qui peuvent être, des fois pénibles. Quand on entend dire: «Bah, tu as faim, bah, mange, si tu as faim, mange et puis ça ira mieux». J'ai envie de répondre: «Mais si c'était si facile, je pense que ça fait longtemps que je remangerais parce que je me prive». C'est une souffrance de tous les instants de ne pas manger. Donc bah, voilà, essayer de se di di bien se dire pour l'entourage, ce n'est pas en disant au malade: «Mange» que ça changera quelque chose. Le malade, il le sait qu'il doit manger, mais il y a une force plus puissante que ça qui nous empêche. Heu, On pourrait dire que c'est un peu comme une drogue, Magali, je sais pas, parce ou pas du tout, alors moi, je dirais, c'est une drogue, c'est une dépendance. hein? C'est une dépendance, complètement. On est dépendant de cette maladie, c'est-à-dire que si on mange, on n'est pas bien parce on n'a pas suivi on n'a on n'a pas suivi ce qu'il fallait faire. Heu, voilà, c'est ne pas manger est autant une dépendance que celui qui va prendre une cigarette. Finalement, si il doit arrêter de fumer, qu'il craque et qu'il allume cette cigarette, il est déçu de lui, il a pas réussi. Eh bien nous, dans le sens inverse, c'est si on mange, on n'a pas on n'a pas tenu on n'a pas tenu, ce qu'on devait faire, donc on est déçu, on n'est pas bien. Alors que lorsque l'on ne mange pas, eh bien finalement, c'est presque une récompense finalement. J'ai réussi à ne pas manger, enfin, Mmh. on fonctionne à l'envers. On fonctionne à l'envers. Il y a vraiment quelque chose dans le cerveau qui fait que, hem, on est dépendante de cette maladie. Une vraie dépendance. Mmh. Et puis une dernière chose peut-être, c'est que le rapport, au corps, Magali, qu'est-ce que tu peux dire dans ce rapport au corps, pour que peut-être des personnes comprennent un petit peu, les choses? Est-ce que dans l'acceptation du corps ou comment tu te vois? Assez brièvement, mais ça peut être intéressant pour que Oui, les alors autres comprennent. déjà, on va parler du côté visuel. J'ai eu, une image qui m'a, heu, beaucoup touchée une fois, où, il y avait un trognon de pomme qui se regardait dans une glace et qui voyait une belle grosse pomme en face de lui et je pense que, ça te convient tout à fait à l'anorexie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas gros, hein, mais on ne se voit jamais maigre. Là, j'ai repris un petit peu de poids dernièrement parce que, j'ai, de nouveau été tellement bien entourée et tellement proche de la mort, j'ai tellement eu peur que je suis remontée un peu. Eh bien, le poids que j'ai pris, j'ai tout de suite l'impression d'avoir des cuisses normales, quand on me dit: «Mais non, mais tu te rends pas compte». Ma vision de mon corps est complètement erronée et si je dis erronée par rapport à ce qu'on me dit, mais pas par rapport à ce que je vois. Moi, ce que je vois des cuisses tout à fait normales. Heu, ensuite, le rapport au corps, il y a aussi la dimension un peu peut-être un peu plus, heu, spirituelle, on va dire, c'est-à-dire, entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a mon corps, mon robot, qui fait les choses, qui attend le soir pour pouvoir enfin se coucher. Et il y a l'âme qui est à côté, qui voudrait bien revenir dans le corps, qui voudrait bien, lui redonner une raison d'être, puisque mon corps, il a plus de raison d'être. Est-ce qu'on peut dire, Magali, c'est cette notion de se sentir dissocié totalement du corps et de pas du tout être incarné? Le mot est parfait. Moi, je me sens dissociée. J'ai l'âme, les sentiments qui ne sont plus dans mon corps et du coup, j'ai l'impression que j'ai un corps vide et que je n'existe plus, d'être un fantôme. Oui, Voilà, j'ai l'impression d'être un fantôme. très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire, surtout par rapport à cette relation au corps, de cette notion de rapport à lui, de l'amour que tu peux y porter ou pas porter, dans cette maladie,
dans ton histoire, je ne sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter une petite dernière chose avant qu'on finisse? Peut-être une dernière chose à dire qu'on a beau ne pas se voir physiquement comme ça, moi j'arrive à un âge, alors après on n'est pas tous dans le même cas, mais moi j'arrive à un âge où, donc j'ai mon mari qui n'ose à peine plus me prendre dans les bras parce que ça lui fait un drôle enfin il a il est pas, c'est pas agréable finalement, c'est un squelette donc, C'est hem difficile pour lui en tout cas. voilà, c'est difficile pour l'entourage. J'ai eu mon papa qui, lorsque j'allais vraiment plus mal, où je suis descendue, jusqu'à 25 kilogrammes. Ouais, je mesure 1,60 m, je fais aujourd'hui 35 kilogrammes, donc voilà, j'ai repris quand même du poids. Mais quand je suis descendue très bas, en dessous de 30 kilogrammes, mon père ne voulait plus venir chez moi pour pas me voir, parce qu'il souffrait trop. Donc voilà, le rapport au corps, il est pour moi difficile, mais il l'est également pour l'entourage. Ce que tu mets en évidence, c'est beaucoup l'extérieur. Donc l'extérieur semble très important, finalement plus que toi, dans ce que tu en ou pas du tout, je sais pas, parce que tu parles beaucoup de Je l'extérieur. sais pas. Malgré tout, on dit ça et quand je fais une prise de sang et que je vois que j'ai des résultats du foie, complètement catastrophiques, j'ai peur aussi. Heu, Ce n'est peut-être pas que l'apparence extérieure, heu, mais par contre, quand tu me parles de corps, j'ai beaucoup de mal à parler enfin, pour moi, c'est vraiment dissocié L'un de et ce l'autre, corps et esprit. Mmh. Et c'est vraiment cette dernière question, est-ce que, dans cette maladie, dans la maladie que tu vis, son rapport avec lui, est-ce que tu dans cette notion d'amour, est-ce il y a de l'amour? C'est ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt abstrait ou pas du tout? Je sais pas. alors, j'ai tellement enfin, j'aime les gens, j'ai toujours aimé les gens. Heu, j'ai beaucoup d'amour en moi, À et donner, à transmettre, c'est à ça? transmettre et à recevoir. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis que je suis malade, quand j'ai vu heu, les quelques personnes qui ont réussi à tenir encore, à me supporter et ce que ces personnes sont capables de faire pour moi, je pense que j'ai réalisé que finalement, il y avait des gens qui m'aimaient et je pense que ça, avant d'être malade, j'aimais les gens, mais je me trouvais, tellement, rien, tellement, nulle peut-être, je sais pas, que j'avais pas l'impression que les gens puissent m'aimer à la hauteur de moi de ce que moi je les aimais. Moi, pour moi, les gens, «Oh là là, regarde comme il est bien comment il fait ceci bien, comme il est bien cela» et en fait, je me rends compte que, heu, vu ce que font les gens pour moi, eh bien forcément, il doit y avoir quand même une part d'amour parce que, hem, je ne pense pas qu'on fasse ça, pour n'importe qui. Donc je me sens aimée et ça, c'est tout nouveau que j'ai appris Mmh. et j'ai l'amour. Il y a une chose quand même pour finir sur cette question, hem, on est tout on est tellement faible et très dépressif. Je suis très dépressive, c'est-à-dire que ça, je n'étais pas du tout, hein. La dépression, je ne connaissais pas. Donc ça, c'est depuis que je suis malade, ça a embrayé sur une vraie dépression. Parfois, j'ai l'impression de plus avoir de sentiments. C'est-à-dire que même quand on m'annonce une bonne nouvelle, ou une mauvaise, des fois, j'ai l'impression que ça glisse. Heu, En fait, ne plus avoir de plaisir. Me dire: «Oh, demain, je fais ça, ça, ça» et le lendemain, bah, non. Non, j'ai pas envie et tourner dans le j'ai pas envie de Donc en lien avec la dépression. Mmh. voilà, voilà. Je Ça, vois, c'est avec les et symptômes. là, pour le coup, les émotions ne sont plus là. Mmh. Et pour revenir, juste succinctement par rapport à ça, donc on entend que tu as réussi à percevoir une émotion nouvelle qui est de recevoir de l'amour, que tu sais donner de l'amour, mais il y a cette notion, qui est aussi très importante, est-ce que tu peux t'aimer? Est-ce qu'il y a de Non, l'amour, hein? je crois que non. Notion d'amour pour toi-même, qui est au cœur du sujet dans l'accompagnement, hein, d'apprendre à s'aimer. Mmh. Alors, je pense que là, pour le coup, Mmh. je suis pas encore. On pas. Ni physiquement, ni moralement. Parfois, quand je vais pas bien, je le dis, mais je me déteste. Je me déteste. Mmh.
Donc là, c'est effectivement cette notion, en tout cas en lien avec la dépression, hein. Mmh. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter dans cette notion de, de témoignage, hein, où tout est OK pour toi? Non, je pense qu'on a fait, un bon tour. Hem, S'il y a besoin, je reste à la disposition si ce petit, montage est mis sur un site, et cetera et qu'il y a des questions qui te reviennent. Sachez, tous que je reste à votre disposition pour y répondre, soit téléphoniquement, soit par chat parce que je n'ai en aucun cas un problème à en parler et si de mon petit coin, je peux aider ne serait-ce qu'une personne, heu et bien, c'est avec plaisir. Mmh. Et une dernière petite chose, je t'avais parlé d'une chanson, hem, qui, Je l'ai intégré, Magali, dans, voilà, qui j'ai m'avait intégré dans le témoignage, dans la formation, et j'ai intégré, je t'en ai pas encore parlé, mais on le fera en off, d'autres choses que j'ai trouvées et qui, à mon sens, vont beaucoup te parler. Donc, je l'ai intégré là. et ça, c'est parfait parce que je pense que cette chanson, elle est écoutée et elle résume bien notre vie. Mm. Un grand merci encore à Magali. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, on se revoit bientôt et je te souhaite de tout cœur que tu puisses voilà, progresser favorablement sur l'amour de toi-même, hein, Eh bien, moi, en envers, je tiens à te remercier pour tout ce que tu mets en place parce que je sais le temps et le travail que ça te demande et bah, encore une fois, grâce à ça, tu vas peut-être, sauver des personnes, mais tu auras donné, plein d'énergie. Je te souhaite plein de bonnes choses. merci Magali. À bientôt. À très vite.